à tous, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va parler d'opaline, des maoagites, on va parler d'agriculture syntropique. Je ne sais pas si vous avez suivi dans les dernières vidéos, on a commencé à parler d'agriculture syntropique. Je crois que ça va être un gros sujet pour l'année qui vient là. Et donc aujourd'hui, on va peut-être clarifier un peu tout ça, parler des agronomes, de l'école d'agroécologie voyageuse. Je me suis pas trompé. J'ai dit agroforesterie voyageuse la dernière fois dans une vidéo. Il y a beaucoup d'agroforesterie dedans. Ouais, c'est ce qui me semblait. Et donc, on va commencer déjà par Opaline. Ça y est, je rencontre enfin. J'en ai parlé dans la dernière vidéo, ou l'année dernière. Tu veux te présenter vite fait ? Ouais, carrément. Et puis après, présenter, c'est encore c'est un couteau suisse. On dirait pas comme ça, mais ça, c'est pas méchant, le couteau suisse, ça passe. Mais voilà, plein d'activités, plein de trucs super. Et des lieux, je vous en parlerai après. Tu te présentes ? Ouais. Et bah déjà, merci Rémi de faire cette vidéo avec moi. Donc moi, je suis Opaline. J'ai beaucoup enseigné l'agriculture en lycée agricole. Je suis ingénieur agronome de formation et en fait je me suis rendu compte que enseigner l'agriculture et l'agroécologie à des élèves assis sur des chaises toute la journée, c'était pas top. Et du coup je suis partie faire un tour du monde qui a donné naissance, j'ai voyagé dans plein de fermes et ça a donné naissance à l'école d'agroécologie voyageuse. Les agronomes à la base, ça c'est important de le dire, c'était un projet pédagogique pour transférer des connaissances à mes élèves par des vidéos, par les réseaux sociaux, etc. À la base, je ne voulais pas créer d'école. Donc les agronomes a donné naissance à l'école d'agroécologie voyageuse. On aura peut-être l'occasion de préciser un petit peu donc, tout ça. Les agronomes, à la base, le premier truc qui a été créé avec ça, c'est quoi ? La chaîne YouTube ou... C'est une page Facebook. Une page Facebook. Qui était juste... Alors je sais pas si je pourrais, pardon je t'ai coupé, mais je sais pas si je pourrais mettre tous les liens au fur et à mesure, parce que dans la vidéo je peux pas, j'ai un chat qui est en train de se caler derrière moi. Tout va bien. J'adore les chats. Et donc, les agronomes, c'est toi l'instigatrice, la créatrice à l'origine de ça. C'est né dans ta tête. Oui. Donc à l'origine, c'était quoi ? Et maintenant, aujourd'hui, c'est devenu quoi, les agronomes ? Ouais, très bien. Ça te va le lancer comme ça ? Ouais. Donc moi, je me considère comme la source. J'aime bien ce terme de source, parce qu'ensuite, ça circule dans plein d'endroits. C'est-à-dire que j'ai eu un jour... en gros, les agronomes a évolué, c'est-à-dire que c'est passé de... Je trouvais que apprendre sur une chaise, sur un ordi, dans les livres, avec un prof en salle de classe, c'était pas du tout vivant et adapté. Donc j'ai quitté l'enseignement agricole et je me suis dit, comment on fait pour enseigner vraiment l'agroécologie ? D'ailleurs, j'utilise plus le mot enseigner parce que ça me fait penser à enseigner, donc c'est pas très positif, mais plutôt accompagner à apprendre. C'est-à-dire comment on fait pour donner la petite étincelle qui, aux jeunes et aux moins jeunes, parce qu'on a ouvert l'école aux plus de 25 ans, pour qu'ils aient juste envie d'apprendre. Et c'est pour ça que les agronomes, la pédagogie, elle commence par cette phase création de fertilité, où en fait on va puiser de la fertilité pour pousser. Tu peux pas pousser si t'as pas la fertilité, la petite étincelle qui te dit waouh, les arbres, c'est tellement beau, c'est majestueux, j'ai envie d'apprendre. Tu vois, si t'as pas compris, si t'as pas eu cette connexion avec les arbres ou avec le sol vivant, etc., il faut ce carburant de démarrage, quoi. Ouais, et ça, en salle, devant un écran, tu peux pas l'avoir comme ça, quoi. Alors, tu peux, avec un film, tu vois, tu peux avoir la petite étincelle au départ, mais tu peux aussi l'avoir sur le terrain, et dans tous les cas, l'apprentissage, c'est sur le terrain, dans la vraie vie. Et ça, on peut l'accompagner par de l'accompagnement individuel, c'est ce qu'on fait à l'EAV. Et donc, moi, je me suis posé cette question-là, et les agronomes est parti de ça. Et aussi, aujourd'hui, les agronomes, il y a une grande partie communication, essaimage de l'agroécologie, que moi, je fais principalement via les réseaux sociaux, le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Super, j'allais dire ça aussi, ouais. La chaîne YouTube Les Agronomes. En fait, moi, c'est mon gros dada, c'est de faire rayonner l'agroécologie. Et en fait, en faisant rayonner l'agroécologie, l'école d'agroécologie voyageuse est née des agronomes parce que ça a tellement rayonné qu'il a fallu en fait accompagner des gens pour faire cette formation, pour apprendre l'agroécologie. Et donc aujourd'hui, les agronomes, pour revenir un peu à la structure, a 3 missions.
La première, c'est d'accompagner... Donc les agronomes est un catalyseur de projets en agroécologie. Alors, où est-ce qu'on peut trouver tout ça? Sur le site, les agronomes, il y aura le lien pour tout ça. Donc je vous mets, je sais toujours jamais de quel côté, le lien pour aller vers le site des agronomes. Et après, allez farfouiller là-dessus, vous allez voir un peu tout ça. Donc c'est un catalyseur de projets en agroécologie avec, premièrement, accompagner l'apprentissage de l'agroécologie avec l'école d'agroécologie voyageuse, 2 programmes forêt et sève. Sève, c'est un programme un peu plus court pour les personnes qui ont moins de temps. Deuxième projet, l'accompagnement de l'agriculture syntropique avec le hub. Okay. Et troisième pôle, le rayonnement de l'agroécologie, qui est le pôle communication, qui va se développer de plus en plus à l'avenir. Et pour cette communication, du coup, il y a les podcasts. Alors, bon, pareil, je ne mets pas les liens, allez sur le site, il y a plein de podcasts où tu vas à la rencontre de gens qui la vivent, cette agroécologie. Ouais. J'en ai déjà écouté pas mal, j'adore. Pendant que je bosse, je m'écoute les podcasts. Et ouais, c'est l'occasion de rencontrer, de découvrir des gens vraiment qui le vivent, c'est génial. Donc, il y a ça, il y a la chaîne YouTube aussi. Et donc, ouais, tu vas nous parler un peu de l'école d'agroécologie voyageuse. Alors moi, ce qui me plaît beaucoup, parce que l'idée, c'est de former des gens, c'est d'initier un peu les gens à l'agriculture. Alors je dis agriculture syntropique, mais est-ce que tu as une ligne éditoriale pour les formations que tu donnes? C'est pas uniquement agriculture syntropique, agroécologie, peut-être, juste, plus largement. Alors 2 choses. Donc premièrement, c'est pas des formations que je donne, mais c'est plutôt des formations que l'on organise en tant qu'équipe de l'école d'agroécologie voyageuse. Et moi, je ne me considère pas formatrice, mais accompagnatrice des étudiants. Et les meilleurs formateurs, c'est les agriculteurs qui reçoivent les étudiants dans les fermes. Et du coup, c'est une école d'agroécologie. Donc, dans l'agroécologie, il y a tous les... Enfin, je peux donner une définition de l'agroécologie, si tu veux. Vas-y, on peut dire. Et c'est comment, en tant qu'être humain, on peut reprendre cette place de catalyseur des processus naturels pour régénérer le vivant et notamment y trouver de la nourriture et tout ce dont on a besoin nous. Donc ça intègre l'agroforesterie, l'agriculture syntropique, la permaculture... Ouais, j'allais dire, voilà, ça ressemble beaucoup à la permaculture. L'élevage régénératif, l'agriculture biologique de conservation... Salut. Ça sera coupé. Ça intègre aussi l'agriculture de conservation, le maraîchage sur sol vivant, en fait toutes les pratiques qui permettent de régénérer les écosystèmes. Avec, à la fin, nous, on en tire aussi quelque chose, mais pas que nous, tout le vivant. Ouais, génial. Ouais, c'est de la formation par la pratique, en fait, quoi. Il y a un peu de théorie dans la formation. Apparemment, il y a quand même quelques semaines où les élèves qui suivent cette formation ont un peu de théorie. Mais après, c'est surtout de la pratique. Et les élèves, si j'ai bien compris, et tu me corriges, mais les élèves, du coup, choisissent un peu les lieux sur lesquels ils veulent aller pratiquer. C'est ça. En gros, le parcours forêt dure 8 mois. Donc, c'est un parcours voyageur en promo, donc il y a vraiment cette idée de démarrer un programme en collectif. Donc il y a les promos font entre 9 et 12 étudiantes. Et du coup, il y a 6 mois et demi de parcours voyageur et 8 semaines de regroupement divisées en 3 phases qui s'appellent les phases enracinées. Donc il y a la phase enracinée 1, la phase enracinée 2 qui est la phase éclosion, et ensuite la phase humus, qui est la dernière étape, où là on va prendre du recul sur tout ce qu'on a appris et accompagner la fin du parcours, la décomposition du parcours pour nourrir un autre projet. Du coup, tous les élèves qui sont allés pratiquer à différents endroits se retrouvent jusqu'à la fin où il y a carrément, tu dis humus, mais ouais, c'est un peu l'éclosion après de ce qui pourrait se passer pour la suite pour eux, quoi. On accompagne une nouvelle phase de développement. Mais c'est super important d'accompagner la fin d'un projet, parce que souvent dans la vie on a du mal avec la fin des choses et la mort de ce parcours, tu vois, on a peur de dire le mot la mort, mais en fait c'est une fin qui va donner naissance à quelque chose d'encore plus beau et abondant, parce que ça aurait été nourri par l'école d'agroécologie voyageuse avant, tu vois. Et du coup, juste pour répondre à ta question, donc au tout début, les élèves, étudiants, peu importe participants, donc ils ont plein d'interventions en agroécologie, en développement de l'être, CNV, écoute, comment trouver ses valeurs, comment prendre des décisions, etc. Oui, il y a aussi un volet un peu développement personnel, j'aime pas trop dire ça, mais c'est un peu connoté. Mais on dit développement de l'être. Mais voilà, ouais, donc il n'y a pas que de la pratique, que de l'agricole, c'est les gens passent par une phase où ils se cherchent eux-mêmes,
c'est la base en fait pour nous. En fait, on estime que... Enfin, moi j'estime que l'agroécologie est presque un prétexte pour se développer en tant qu'être humain. Et vice-versa, l'agroécologie a besoin d'humains qui se sont un peu questionnés. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est beau ce côté-là. Du coup, on va avoir peut-être à l'avenir des agriculteurs qui se sentent vraiment bien à leur place et qui ont bien réfléchi leur truc avant de se lancer, quoi. Et qui cheminent dans leur place, parce que l'idée c'est pas de trouver sa place et puis c'est fini, c'est que on évolue aussi dans la vie. Et du coup, pendant cette phase enracinée 1, qui dure 5 semaines, les étudiants choisissent leur thème de parcours et construisent un parcours pour aller dans 5 à 15 fermes ou lieux, tu vois, c'est pas forcément des fermes au sens exploitation agricole, ça peut être des écolieux. Et voilà, et du coup... Donc vous avez un réseau de fermes, et alors de petites nouvelles, on n'a pas complètement bouclé ça, mais le Jardin des Merveilles va faire partie du réseau du réseau des agronomes ou du réseau de l'école d'agroécologie voyageuse. Donc si par hasard vous seriez intéressé pourquoi pas rejoindre un parcours pour étudier l'agriculture syntropique, ou l'agroécologie même d'ailleurs plus largement, sur le site il y a des témoignages. Et puis là, on a la chance autour de nous d'avoir quelques élèves, et notamment une élève qui a fini le parcours, donc on va vous mettre un petit témoignage là. Salut Caro. Salut. Ça va? Oui, super. Donc toi en gros, tu as fini le parcours Sèvres. J'ai fini le parcours Sèvres. Est-ce que tu peux expliquer vite fait déjà c'est quoi comme genre de parcours? Alors le parcours Sèvres, c'est un parcours de l'école d'agroécologie voyageuse à la carte. Où on choisit en gros la durée qu'on a envie de passer dans les fermes, les dates qui nous arrangent le plus, et on bénéficie du même accompagnement que les étudiants qui sont dans le parcours forêt, donc un accompagnement une fois par mois des animatrices qui nous aident à poser des mots sur ce qu'on ressent, ce qu'on apprend, vers quoi on a envie d'aller. Et on a aussi accès aux cours que la promotion peut suivre, donc à des cours plus théoriques si on a envie. Ok. Et les lieux de stage, c'est à la carte un petit peu, c'est toi qui as choisi où tu voulais aller? Les lieux de stage, c'est à la carte aussi. Moi, comme on n'a pas le même temps pour commencer, le temps ancré tous ensemble, au début j'ai été beaucoup plus guidée par les accompagnatrices, c'est-à-dire qu'elles m'ont aidée à choisir des fermes en fonction de ce que j'avais exprimé dans les premiers accompagnements. Elles ont contacté les agriculteurs pour moi, voilà. Et puis en fait j'ai pris de l'autonomie très vite, au bout de la 3e ferme, quoi, en ayant la même façon de fonctionner que les étudiants de la promotion forêt, c'est-à-dire accès à la base de données des fermes et puis au choix, quoi, en fonction de là où on a envie d'aller. Combien de temps sur chaque lieu? 2-3 semaines sur chaque lieu à peu près. Ok, c'est court quand même, ouais. C'est assez court. Moi, c'était le choix que j'ai fait parce que j'avais envie d'en voir plusieurs. J'avais envie de... j'étais à un stade où, agronomiquement, je pense que j'avais des choses que j'avais déjà compris. Et du coup, je voulais voir une diversité de modèles, m'inspirer d'une diversité de façons de fonctionner. Donc j'ai préféré, sur le temps que je m'étais donné, qui était 6 mois, j'ai préféré passer 2-3 semaines dans chaque ferme, plutôt que des temps longs. Voilà. Ok, combien de fermes t'as fait? 7 fermes en tout. Ok. En prenant des pauses, des vacances. Ouais. J'aurais pu faire plus. Sur combien de temps? Sur 6 mois. Sur 6 mois, oui. Ok, et alors du coup, globalement, comment t'as vécu tout ça? Alors je dirais peut-être même par rapport à une formation classique, où c'est en école, où t'as un lieu de stage, comment... C'est quoi ton ressenti par rapport à ça? C'est très libérateur d'avoir une formation qui n'est pas du tout conventionnelle, classique, avec des examens et des chaises. C'était marrant parce que dans beaucoup de fermes, on m'a demandé si j'avais un rendu, un rapport à faire. Et évidemment que non. Du coup, ça c'est quand même assez libérateur. On est là pour apprendre un truc qu'on a décidé d'apprendre nous-mêmes. On a un thème de parcours, voilà, comme dans la promotion normale. Et on apprend... on creuse un peu les questions en fonction des envies qu'on a, donc ça c'est extrêmement libérateur. Et en même temps c'est très très riche, et évidemment qu'on n'apprend pas que les choses qu'on a pensé apprendre, sinon ça serait pas drôle. Il y a un peu de l'humain derrière, du coup c'est quoi les trucs en plus? On va dire que ce que je pensais apprendre, ce que je matérialise à l'avance, c'est agronomiquement comment je fais pousser telle ou telle chose, comment je combine telle ou telle culture. Et en fait évidemment que on apprend de l'écosystème humain des fermes dans lesquelles on est, on apprend de l'humain même des fermiers et des fermières qui nous accueillent et qui nous transmettent d'une façon différente, qui n'ont pas du tout les mêmes relations aux bouffeurs, aux stagiaires, qui n'ont pas du tout les mêmes relations aux autres êtres humains, les mêmes relations à leurs animaux, à leurs plantes. Et donc évidemment qu'on apprend de eux leur posture humaine vis-à-vis de leur travail et leur métier, et pas seulement de ce qu'ils savent faire. Imaginons, tu as quelqu'un qui hésite à faire cette formation, qu'est-ce que tu dirais pour
pour que les gens aient envie d'aller vers ce... Pas envie, mais c'est quoi les trucs positifs là-dedans, quoi? J'ai une réponse qui est aussi liée à, en tant que femme, c'est que c'est très très empouvoirant comme parcours, dans le sens où vraiment en fait ça permet de se sentir capable de tout ce qu'on nous incite, on ne nous invite pas forcément, de tous les lieux où on ne nous invite pas forcément à avoir confiance en nous. La force physique, le fait d'être plus ou moins agile avec ses mains, agile avec son esprit, de savoir rebondir, de savoir manier des outils un peu anecdotiques, se débrouiller avec pas grand chose, comprendre les systèmes agronomiques, c'est-à-dire que c'est pas, je dirais pas qu'on nous dit par défaut vous êtes une femme, ça va pas marcher, mais c'est pas vers nous qu'on se dirige pour nous faire confiance et pour nous donner du pouvoir de décision dans ces espaces-là. Ouais. Et là, moi, je trouve que j'ai eu totalement cet espace-là, en fait. Et je me suis sentie capable de le faire. Ouais. Génial. Ouais, c'est comment à dire, mais c'est vrai que dans le milieu agricole, c'est très masculin en général. Et, Ouais. Bah, génial. Merci Super. beaucoup. C'est ça. On va essayer de clarifier plus largement. Donc, les agronomes englobe pas mal de choses. L'école d'agroécologie voyageuse qui, là, pour le coup, est destinée aux étudiants qui voudraient se former en agroécologie et agriculture syntropique. Mais c'est pas que ça. Donc, on disait, il y a la chaîne YouTube aussi. Il y a le hub. Tu arriverais à résumer un peu ce que c'est, ce hub? Alors, allez voir sur le site déjà des agronomes pour voir un petit peu tout ça. On peut aller donc voir l'école d'agroécologie voyageuse et on peut cliquer sur le hub. Et donc, le hub. Le hub a été créé par des anciens étudiants de l'école d'agroécologie voyageuse qui ont remarqué qu'il y avait un besoin d'accompagnement des porteurs de projets en agriculture syntropique qui ont déjà fait une formation mais qui ont du mal à passer à l'étape d'après, de planter, d'expérimenter, de mesurer. Et donc le hub, c'est un réseau qui connecte, facilite, tisse des liens entre les gens qui veulent développer l'agriculture syntropique en climat tempéré. Voilà. Et ouais, c'est super intéressant l'agriculture syntropique. Alors, je crois qu'il va falloir beaucoup de vidéos et si tout va bien, dans un an, vous connaîtrez tout de l'agriculture syntropique. Surtout qu'il y a peut-être un bouquin qui va sortir bientôt aussi, donc vous pourrez aussi bouquiner. Alors déjà, pour les questions, j'arrive. Pour les questions, il y a plein de gens qui me demandent du coup, parce que déjà dans les dernières publications que j'ai faites sur l'agriculture syntropique, plein de gens qui me disent ouais, j'aimerais étudier, j'aimerais lire des trucs là-dessus. C'est un peu nouveau tout ça, j'ai l'impression, en tout cas en zone tempérée en France. Donc il n'y a pas de bouquin sur le sujet encore. Et donc tu voulais dire? Je voulais dire que tu as dit dans quelques mois, vous connaîtrez tout de l'agriculture syntropique. Pour tout connaître, il faut... Vous avez une base de théorie, vous aurez. Voilà, c'est ça, et il faut le vivre dans ses tripes par la pratique et vraiment à l'intérieur, parce que c'est un changement de paradigme intérieur, un peu comme la permaculture. Et alors du coup, là on va faire une petite coupure et on va déjà commencer à mettre une petite couche, expliquer déjà globalement c'est quoi l'agriculture syntropique. Et là... Du coup, salut Greg. Et salut Rémi. Ça va et toi? Ouais, génial, super content d'être là. Merci pour l'accueil, c'est cool. Ben, avec plaisir. Alors, on va commencer déjà juste l'agriculture syntropique en 3 mots. 3 mots? C'est super. Non, en 3 mots, je vais donner une définition. C'est un gros exercice là. C'est un gros exercice, ouais. Je vais donner la définition qui est celle d'Ernst Gotsch, personne qui a développé, mis au point ça et à qui moi j'ai tout appris. Donc je préfère reprendre sa définition. Donc l'agriculture syntropique, c'est le fait de créer des agroécosystèmes productifs. On parle bien de produire des choses, donc c'est pas une réserve naturelle, on vient pas sortir l'être humain de son écosystème, c'est vraiment le réintégrer au contraire. Donc c'est créer des agroécosystèmes productifs en imitant les écosystèmes naturels de chaque milieu. Donc là on comprend que ça va être différent partout, chez toi, chez moi, au Brésil, en France évidemment. Donc en les imitant de par leur structure. Donc là on parle de stratification, d'agencement dans l'espace, dans leur dynamique, dans le temps. Donc là on va parler de succession naturelle, comment les plantes vont émerger les unes après les autres, créer les conditions pour que les autres apparaissent, etc. Ce qui passe naturellement chez nous d'une prairie à une forêt. Et en termes de fonctionnement. Donc là il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière ça. Donc c'est comprendre comment un écosystème naturel est autofertile et comprendre sa dynamique vraiment de perturbation notamment. Et c'est un terme qu'on utilise beaucoup en agriculture syntropique, c'est la perturbation. C'est venir induire un changement, une perturbation cyclique dans l'écosystème pour booster les plantes et tendre vers un écosystème plus résilient, plus dynamique,
et plus productif. Ok. Voilà, donc c'est très condensé. Hein. Donc ça, il y a ça. Et donc, une phrase que j'aime beaucoup aussi, c'est remplacer une agriculture d'intrants par une agriculture de processus. Ok. Donc on arrête, on tend vers l'autofertilité. On n'est plus dans une logique où on met des intrants, que ce soit de l'eau, de la paille, du BRF, ou peut-être au début pour lancer le système. Et le but en tout cas, pour l'instant on n'y arrive pas, mais c'est de s'en défaire et de vraiment imiter les processus naturels. Que le système soit auto-fertile. Voilà, il n'y a personne qui va à la nuit dans une forêt, qui arrose, qui met du NPK, ça pousse tout seul quoi. Okay. Voilà, Okay. donc c'est ce qu'on essaie d'imiter. C'est déjà pas mal résumé. Ouais, J'imagine que c'est pas complet du tout. Non, il y a beaucoup d'autres entrées dans lesquelles on peut... Et alors du coup, on va dire peut-être vite fait une présentation de vous les Mawajit. Ouais. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est quoi les productions? Oh un dieu. Les Mawajit, c'est une belle aventure déjà. Il y a vraiment un côté agricole. Nous, on a fondé un GAEC. On est 3, donc agriculteurs. On se rémunère de l'agriculture. On a plusieurs activités au fil de l'année. Une grosse partie du chiffre d'affaires et de notre temps de travail, c'est du maraîchage. MSV en gros quoi. Même si on a encore un peu de travail du sol, parce qu'il y a des parcelles qui sont un peu délicates. Mais on tend vraiment à l'enlever totalement. Donc beaucoup de production été, automne. Maintenant, il y a une grosse serre qui envoie, donc on commence à avoir des légumes de plus en plus tôt. Donc pas mal de maraîchage. On fait beaucoup de plants de légumes, vu que nous on produit tous nos plants sur la ferme. On vend entre 10 et 15 000 plants de légumes par an. Okay. De légumes, aromatiques annuels, fleurs, etc. Ce qui fait une bonne trésorerie en début d'année, ce qui est chouette. On fait également des fruitiers. Parce que nous on greffe tous nos arbres depuis 4 ans, donc on a lancé... en fait nous on est vraiment sur un modèle économique, un business plan tout carton quoi, tu vois, on ne s'est pas dit on va faire ça quoi. C'est au début on a commencé à greffer, on s'est dit on greffe 300 arbres par an, on les plante, au bout de 3 ans il n'y a plus de place, du coup on les vend, tu vois, donc c'est un peu ce cheminement là, et du coup maintenant on vend, je sais pas, 1000 fruitiers greffés tous les ans, quelque chose comme ça, et là on commence à étoffer la gamme avec ce dont on a parlé tout à l'heure, amélanchier, aronia, cornouiller à gros fruits, aziminier, on va essayer des choses comme ça quoi. Ouais, pour... une variété un peu exotique c'est ça. Qui arrive aujourd'hui, mais tout qui sont à fait. intéressantes à produire ici. Ben ouais carrément. En fait c'est essayer d'accompagner les gens vers de plus en plus d'autonomie alimentaire, de souveraineté alimentaire, parce que son potager c'est un énorme choix politique aussi. Donc de pousser les gens à faire leur potager, à planter des fruitiers pour qu'ils réintègrent ça. Okay. Et la dernière grosse activité c'est l'activité de gémothérapie. De production, de récolte et production de bourgeons, d'arbres et d'arbustes dans un but de phytothérapie. Donc on a créé une marque qui s'appelle Mawagem. Et donc on travaille beaucoup avec les arbres, que ce soit la pépinière, la gémothérapie, et évidemment on a une volonté d'arboriculture qui ne produit pas encore mais qui commence à bien pousser là. Et le but c'est de glisser tout doucement vers des plantes annuelles, vers des plantes pérennes, quoi, comme un écosystème chez nous en fait quoi. Vous donnez des formations aussi? Il y a des gens qui sont intéressés? Ouais, on donne pas mal de formations. Donc ça c'est un côté qui, à côté c'est pas le GAEC vraiment. C'est que moi c'est ça, j'aurai ma casquette de maraîcher en novembre, je chausse ma casquette de formateur intervenant et je suis pas mal sollicité. Je formais beaucoup sur la thématique des vergers maraîchers. C'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup formé, j'ai fait mon mémoire fin d'études là-dessus, notamment le cas d'Art Smart. Et j'ai donné ça pendant 2-3 ans là, pas mal. Et de plus en plus, du coup, avec l'expérience qui grandit, même si ça reste très très modeste, on commence à transmettre ce qu'on commence à comprendre de l'agriculture syntropique et de son adaptation au milieu tempéré, plutôt à vocation de production agricole. C'est-à-dire que nous, le but c'est de former des porteurs de projets ou agriculteurs pour mettre en œuvre, pas des petits jardiniers, c'est ça. Et ce qui est super aussi, il en faut, hein. C'est vraiment génial. Mais nous on est plutôt sur une thématique de parler de temps de travail, coût d'implantation à l'hectare, ITK, tu vois, tout ça quoi. Formation professionnalisante. Voilà, Vivea quoi, en gros. Donc, okay. J'imagine qu'il y a un site, un truc comme ça pour aller chercher les infos, Mawajit? Ouais, grave, il y a un site qui s'appelle Ferme des Mawajit, hein, j'imagine, qui est top, on est beaucoup dans les champs, assez peu sur l'internet comme on dit. Ouais. Donc il est assez complet je crois, il est un peu en retard comme d'hab, mais sur les réseaux on est assez dynamique aussi. Ouais. Parce qu'outre le côté vraiment agricole, on a une asso. On organise plein d'événements assez conviviaux, ça a l'air vivant, ça bouge bien quoi. Et du coup sur les réseaux vous pouvez retrouver pas mal de petites choses. Et on va finir sur un dernier truc pour faire un petit complément de réponse sur l'agriculture syntropique. Ouais. Comment vous l'appliquez ici, vous, dans vos productions? Comment on l'applique ici, c'est une très bonne question. Pas dans le maraîchage, parce que je trouve ça très compliqué. En gros, l'agriculture syntropique égale tendre vers le climax de son écosystème. Okay. Donc faire du maraîchage,
des annuels, tous les ans, c'est rebooter ton système tous les ans, quoi. Tu vois, tu rebootes. Donc moi, j'ai du mal à concevoir du maraîchage syntropique, même si on peut créer un écosystème de plus en plus résilient, équilibré pour faire du maraîchage, ce qu'on essaie de faire. Nous, on travaille du sol, des fruitières, etc. Mais on applique des principes de l'agriculture syntropique dans le maraîchage, de stratification, de succession, mais on ne fait pas du maraîchage syntropique, quoi. Clairement pas. Et donc on l'applique beaucoup dans des parcelles qu'on plante. On va être à un demi-hectare d'arboriculture syntropique, de parcelles à vocation de production de fruits, de petits fruits et d'ogémothérapie. Donc on l'applique au mieux, en essayant de trouver l'équilibre entre imiter l'écosystème naturel et gagner sa croûte à la fin du mois, quoi. C'est un peu ce truc-là, quoi. Bon, et ça marche pour l'instant quand même. Ça marche bien, on fait beaucoup de conneries, hein, mais c'est pas celle-ci. C'est comme ça qu'on apprend. Exactement, mais ça nous aide tous les ans, quoi, à dire de moins en moins de conneries en formation, quoi. Donc c'est bien. C'est bien. Grave, c'est bien que ça se passe chez nous, quoi. Merci beaucoup. Mais merci à toi, Rémi. Ça ira. Donc tout ça, tout ce fonctionnement, ça demande quand même un fonctionnement financier. Vous êtes indépendant totalement, pas financé par l'État? Alors, qu'est-ce que ça veut dire indépendant aujourd'hui? On n'est pas complètement indépendant. Bah oui, non. On essaye d'être le plus autonome dans le sens autonomie, c'est-à-dire être maître de nos propres lois. Ouais, ok. Mais forcément, l'argent vient de quelque part. Et donc on est en pleine réflexion actuellement sur d'où on accueille l'argent pour nourrir le projet, tout en gardant nos valeurs. Et ça, c'est le gros questionnement qu'on est en train de vivre en ce moment cet hiver. La période hivernale, c'est le bon moment pour faire toute une refonte stratégique du projet. Et donc actuellement, on a quelques partenariats, mais nos financements viennent principalement des participants de l'école d'agroécologie voyageuse qui payent à peu près un quart à un tiers de leur parcours. Okay. Et le reste, on cherche des partenariats. On en a quelques-uns, on a aussi des dons, des adhésions. On répond à des appels à projets. Mais tout le monde dans le milieu associatif sait que c'est pas très facile d'avoir un appel à projet comme ça, quoi. Du coup, je vais mettre, alors pareil, je mets un lien pour ça, mais sinon dans la description de la vidéo, si par hasard vous avez envie, alors déjà de devenir étudiant, contactez Opaline ou sur le réseau des agronomes, mais si vous avez envie d'aider au fonctionnement de tout le réseau, et puis on va voir, même, on en parlera peut-être un peu après, de développer, il y a encore d'autres projets. Parce que je vous ai dit que c'était un couteau suisse. Il y a encore d'autres projets qui pourraient arriver derrière. Et pour ça, voilà, c'est un peu le nerf de la guerre, l'argent. Donc si vous avez envie de financer, c'est génial d'aider ce genre de projet-là à tourner. Enfin, c'est même pas d'aider un projet, c'est d'aider un support qui permet de développer d'autres projets derrière, d'installer des agriculteurs. Enfin, voilà, c'est énorme. Notre intention, c'est vraiment d'accompagner la régénération du vivant par l'agroécologie, intérieure et extérieure. Donc d'accompagner les gens à retrouver leur place dans le vivant. Ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est super important. Et c'est pour ça qu'on est en pleine campagne de dons actuellement. Les agronomes, actuellement, vivent une phase d'automne-hiver où on se questionne profondément sur qu'est-ce que ce projet veut être au monde et comment on se finance, comment on paye des salaires en étant toujours en accord avec nos valeurs. Et dans cette restructuration, il y a aussi l'idée que chaque personne de l'équipe trouve pleinement sa place. Moi, ça fait 3 ans et demi que je travaille comme une malade pour ce projet. Je travaille un peu moins maintenant parce qu'on est une équipe. Et en fait, chaque personne dans l'équipe est en train de prendre sa place et faire ce qu'il aime profondément, ce qu'il ou elle aime, ce qu'elle aime profondément, surtout parce qu'on est quand même beaucoup de femmes. Et du coup, moi, dans cette structuration, j'aimerais vraiment cheminer vers ma place que je kiffe à mort, qui est le rayonnement. Donc le podcast, les vidéos et aussi les articles. Vous allez voir sur le blog Les Agronomes, il y a plein d'articles qui ont été écrits par les étudiants de l'école d'agroécologie voyageuse et d'autres personnes. Et moi, mon rêve, c'est de lancer un magazine de l'agroécologie. J'allais y venir, mais du coup, tu m'as devancé, vas-y. Et donc, qui sera un des projets de l'ASSO, des agronomes. Et du coup, si vous souhaitez soutenir cette phase de restructuration hivernale par un don, par exemple, parce qu'on est en pleine campagne de dons,
ou juste en nous suivant sur les réseaux sociaux ou en nous mettant des commentaires cool et tout ça, et ben ça permettra de nourrir ce futur projet de magazine de l'agroécologie, parce que je suis convaincue qu'il faut sortir aussi du tout réseaux sociaux, tout YouTube, même si YouTube c'est génial, on est tous à vouloir aussi trouver des modèles alternatifs, et donc un bon magazine papier, des livres, c'est aussi assurer la résilience, quoi, pour l'avenir. Et ouais, donc s'il y en a qui veulent soutenir, c'est vrai que souvent il y a des gens qui disent ouais mais moi j'ai pas les moyens de soutenir. Alors le soutien financier c'est génial, c'est grâce à ça que ça marche, mais le partage, le réseautage, je sais pas s'il existe ce mot, mais le fait d'en parler, de partager la vidéo, parlez-en autour de vous, envoyez les gens sur le site des agronomes, ça c'est une aide qui est, c'est la première aide, parce que plus la diffusion se fait, plus on en parle, plus on risque de toucher des gens qui potentiellement, eux, pourraient soutenir financièrement. Donc déjà, la première aide que vous pouvez apporter, c'est en parler autour de vous. Allez voir sur le site, allez voir tout ce qui se passe. Et merci Rémi d'ailleurs, parce que tu soutiens le projet en faisant cette vidéo aussi, quoi. Ouais, moi quand je vois ce genre de truc, ça donne vraiment envie. Puis moi c'est un peu tout nouveau pour moi, l'agriculture syntropique, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça avec Steven, qui est pas loin de chez moi. Et du coup, de voir qu'il y a ces réseaux qui se mettent en place, moi j'ai vraiment envie d'en parler, quoi. Et donc voilà, vous pouvez soutenir tout ça, c'est génial. Et puis ce magazine-là, il y a des super magazines qui tournent sur l'agriculture biologique, les 4 saisons du jardinage, il y a plein de trucs sur le bio qui arrivent. Par contre, des magazines sur l'agroécologie et l'agriculture syntropique, j'en connais pas. Et là, ce projet-là, si vous vous aidez à financer, si vous soutenez, vous allez soutenir des gens qui voudraient s'installer en agricole, vous allez soutenir un réseau qui veut diffuser, qui veut partager, qui veut aider, et vous allez aider peut-être à la création d'un magazine qui en plus vous donnera plein d'infos sur tout ça. Où il y aura des articles écrits par Rémi. Sûrement. Ouais, donc non, vraiment génial, plein de beaux projets. Je vous conseille vraiment d'aller voir sur les agronomes et d'aller voir tout ce qui s'y passe, c'est ouf. Merci. Et donc il y a un gros réseau en France et là du coup on est chez les Mawajites. Il y a moi un truc que j'adore, c'est alors par quoi je commence, comment je raconte tout ça. On est sur quelque chose d'assez nouveau, agriculture syntropique. Je suis certain que pour la plupart d'entre vous ça parle pas trop. Dans les commentaires que j'ai eus, moi il y a eu hélas beaucoup de commentaires de c'est quoi encore ce truc de farfelu, de beatnik, de babacool, je sais plus les termes qui ont été employés. Moi quand je viens voir comment les gens qui sont ici travaillent, c'est... Alors ok, ça rigole, ok, ça s'éclate, mais il y a quand même une vraie base de production derrière, c'est des vrais bosseurs. Je vous mettrai quelques images là du lieu, ça fait pas vraiment semblant de travailler. Et à côté de ça, il y a un côté humain, mais alors moi l'accueil là, que j'ai reçu ici, et puis de voir le lieu, à quoi ressemble le lieu, on est en plein hiver, c'est un peu période peut-être calme au niveau événementiel, je dirais, mais rien que de voir la gueule du lieu, je me dis, waouh, ça en plein été, ça doit être incroyable. Donc, vraiment un super réseau de gens qui font pas que faire semblant de faire de l'agriculture, quoi. Et la ferme des Mawajites, du coup, est une ferme pépite du réseau de fermes de l'école d'agroécologie voyageuse qui accueille entre 5 et 10 étudiants par an, spécifiquement sur le maraîchage sur sol vivant et l'agriculture syntropique. Donc merci les Mawajites de faire partie du réseau. Go. Tu peux faire 4D? Ouais. Pourquoi tu coupes la tige, Greg? Parce que j'ai envie qu'elle buissonne très rapidement. Parce que j'ai envie de leur donner un port très bas, très buissonnant. Parce qu'au-dessus, il y aura les saules en strate moyenne. Et vu que ça, c'est strate basse, j'ai vraiment envie qu'elle reparte. Et vu que je taille pas mal de racines, c'est pas mal d'adéquat, de homogénéiser, d'équilibrer un peu les deux, quoi. Tu peux expliquer ce que tu fais? Les petites plaies dans... là, comme ça.
Du coup, ça sera quoi? Ça sera des boutures que tu vas mettre en C'est terre? des boutures, ouais. Je fais des boutures et je fais des petites plaies pour favoriser les racines. Ok. L'enracinement. Tu fais quoi du coup là? Là, je prépare un petit pralin. Un mélange de terre, enfin, d'argile, un peu d'eau de pluie et de fumier de vache. Fumier de vache qu'on n'a pas mis parce qu'on n'a pas trouvé. Donc, je suis un petit peu ce qui me dérange le moins. Auquel on a rajouté du levain forestier. On est venu prélever un peu dans les petits bois du coin, dans la ripiscille juste à côté là, de l'humus un peu, tu vois, juste sous les feuilles, sous la litière forestière. Pour inoculer un peu un micro-organisme directement, même si c'est des petites quantités. Et on va rajouter de la poudre de basalte, qui est une poudre de roche, pas mal d'oligo-éléments, pas mal de choses qui viennent booster l'arbre. Et du coup, on va venir tremper les racines directement dedans avant de les planter. Comme ça, on les enrobe un peu d'une petite couche d'argile toute sympa. Ça fait un milieu nutritif juste autour des racines quoi. Ouais, on vient vraiment les barbouiller comme ça, tu vois, les tremper. C'est un petit bonus quoi. Pour les mettre, qu'elles puissent s'intégrer au mieux dans leur nouvel environnement. C'est quand même un sacré choc quoi de se faire déraciner comme ça. Je te laisse pas mal hein. C'est plus smooth quoi. Parce que la consoude elle peut être vraiment nerveuse, elle prend vraiment de la place vite. On a envie que la mélanchier il prenne ça, il soit pas embêté par les consoudes. La consoude à 1 an parfois elles peuvent arriver là quoi. Donc même si c'est pas la même strate, on a quand même envie que la mélanchier puisse sortir la tête de l'eau avant que ça parte avant que la consoude elle prenne toute la place. Pour le coup que le boulot il soit à côté de la consoude, il n'y a aucun souci, puisqu'il va au-dessus quoi. Et donc, pareil ici, chabrao, chabrao, et voilà, et la bouture de saule à 50 cm, ici quoi. Je la mets comme ça, hop, bouture de saule, hop, prends toujours la face qui a été préparée en biseau, faire rentrer. Avant de mettre les boutures de saule et les boutures de consoude. On a juste fait ça pour avoir un exemple. On va juste là, on va faire comme ça. On va planter ça en faisant gaffe au sillon et après on viendra mettre les graines dans les sillons. On viendra refermer et on viendra mettre les petites consoudes après. Ok. Ouais. En gros par étapes ça fait ouvrir le sillon, disposer à mélanchier caseille, tout planter, mettre les graines et mettre les boutures de consoude et les boutures de saule. Et ça va être Et juste du coup il faudra pépite. Si tu veux te mettre tout au bout et on a bien T'as la fumée de la paille, c'est incroyable. Un mot de la fin? On en a déjà dit pas mal, mais... Prenez le temps de vous reposer en cet hiver. C'est super important pour fleurir pleinement au printemps. Et ouais, Soignez-vous, restez au chaud, c'est l'hiver, on est tous malades en ce moment. On a coupé, ça vous n'avez pas entendu, mais on a coupé tous les moments de tous les reniflages, les agronomes, on en a parlé, l'agriculture syntropique. Ok, global. Bon, il n'y en a pas eu tant que ça finalement. ça va. Bon, merci beaucoup en tout cas. Alors du coup, moi, je vais faire presque ma fin de vidéo habituelle. Donc, merci d'avoir suivi jusque-là si vous êtes encore là, c'est chouette. Si tout ça, ça vous plaît, likez, mettez des petits pouces en l'air, partagez la vidéo autour de vous parce que il y a besoin que ça se connaisse. Et puis, si vous voulez soutenir, pour cette vidéo-là, oubliez mon Tipeee, oubliez de vous abonner à ma chaîne. Par contre, allez sur les agronomes parce que là, c'est eux qu'il faut soutenir. Et puis voilà, merci d'avoir suivi jusque-là. À bientôt.
Trop cool, merci. Au revoir. C'est trop bien. Oh là, ça va?